Bonjour à tous ou rebonjour à tous pour cette troisième conférence de cette journée du fret ferroviaire. Toujours plus d'assistance. Si les personnes veulent venir, il y a encore des places devant. Ce n'est pas encore complet. En tout cas, merci de votre influence qui témoigne d'un essor de la demande ferroviaire. Et ce sera un des sujets que l'on va aborder lors de cette table ronde. L'intitulé est très clair. Un an après les grandes annonces, quelle réalité pour le passage au fret ferroviaire et au multimodal? Il n'y a pas plus clair comme intitulé que celui-ci, et on va aborder cette sorte de bilan des grandes annonces et des différents dispositifs qui ont été élaborés depuis 2 ans, avec Thierry Coquille, qui est directeur général de la DGITM, avec Jean-Philippe Delmont du groupe Concorde, avec Franck Laferté, directeur commercial de SNCF Réseau, avec Yvan Stempeninsky, qui est président du GNTC, Denis Schumert, président de la UTF, et David Valence, député de la 2e circonscription des Vosges. Merci d'avoir quitté la CMP. Maintenant, tous les Français savent ce qu'est la CMP depuis 15 jours. Donc, merci de nous avoir rejoints pour cette conférence, cette 3e conférence de cette journée du fret ferroviaire. Je voudrais commencer avec vous, Thierry Coquille. On a beaucoup dit à la suite de l'élaboration du schéma national du développement du fret ferroviaire et à la suite des différents encouragements de l'État que l'une des clés de la réussite, c'était de ne pas se contenter de faire des plans pour une fois. Il y en a eu beaucoup de plans sur le fret ferroviaire, mais aussi de le suivre et de s'assurer que ça n'allait pas rester simplement des morceaux de papier. Où en est-on de ce suivi ? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point d'avancement de ce suivi des annonces? Merci beaucoup. Alors, effectivement, je peux attester que le plan qui a été décidé il y a 1 an et demi, il est suivi, parce que je préside effectivement un comité dans lequel périodiquement, on fait effectivement ce suivi. Alors, le plan, il est extrêmement complet, je vais y revenir, mais il y a 73 mesures. Et effectivement, aujourd'hui, on est à peu près, on estime à 44% exactement le taux de réalisation, ce qui, effectivement, 1 an et demi après son démarrage n'est pas mal. Ce qui est surtout intéressant, enfin moi je trouve, c'est l'aspect collectif, et ça a permis autour de ce plan de mobiliser, de mettre ensemble tous les acteurs, et c'est pas l'État qui porte d'ailleurs seul toutes les mesures. D'autres partenaires ont été effectivement désignés chefs de file. Il y a pour mémoire, dans ce plan, trois dimensions. La première, autour du modèle financier, parce qu'effectivement, pour que le fret ferroviaire devienne ou redevienne intéressant et attractif, il faut effectivement que ce soit au moins aussi intéressant que les autres modes, que le mode routier concrètement. Et donc là-dessus, il y a eu beaucoup de nouveautés, hein, puisque vous savez qu'il y a eu deux types d'aides nouvelles qui ont été créées, l'aide aux wagons isolés, et puis également l'aide au démarrage de ligne, et puis des aides revalorisées, l'aide à la pince et les compensations sur les péages. Et donc, effectivement, ça, d'un point de vue financier, c'est en train de se mettre en place. Donc, c'est évidemment une très bonne chose. Les financements sont là et effectivement, on est au rendez-vous. Deuxième plan, c'est tout ce qui tourne autour de la performance du réseau, la qualité de service. C'est fondamental, peut-être même encore plus, je dirais, que le premier point. Et c'est sans doute là qu'il y a le plus de travail d'ailleurs à mener dans le cadre de ce plan. Il y a beaucoup d'actions autour de ce sujet. En tout cas, je vois qu'il y a des choses qui ont progressé. Je pense à la simplification pour les transports exceptionnels qui a été réalisée. Je vois aussi que les accords cadres entre réseau, SNCF Réseau et les entreprises ferroviaires ont évolué, qui permettent sans doute de mieux équilibrer les dispositifs comment on passe des commandes et comment effectivement on s'engage de part et d'autre sur le fait que ces commandes soient tenues. Il y a beaucoup de sujets autour sur ce point, et d'ailleurs certainement Gréso pourra peut-être nous compléter là-dessus. Et puis également beaucoup de choses sur le digital, sur la numérisation, sur l'interface en gros avec les usagers. Et puis également sur
tout ce qui tourne autour des travaux et des financements d'ailleurs qui ont été mis en place pour mieux organiser les travaux, pour avoir moins d'impact sur les plages, que les plages travaux effectivement débordent moins. Et puis le troisième volet qui là également progresse, c'est tout ce qui est infrastructure, avec quand même beaucoup d'argent, sur la période passée, pratiquement 1 milliard d'euros en réalité, avec le plan de relance 250 millions d'euros qui a permis d'accélérer tout cela. Donc là on traite les installations, les ITE et les terminaux, les voies de service, et également tout le capillaire fret, comme on appelle ça, toutes les petites voies qui sont dédiées au fret. Donc beaucoup de financements. Et puis sur la période qui vient, encore des financements, mais mon voisin saura mieux traiter de tout ça. Merci pour cette première prise de parole. Justement, votre voisin, David Valence, connaît bien le sujet, à la fois au sein de la commission parlementaire à l'Assemblée nationale, mais aussi en tant que président du COI. L'intérêt de ces dispositifs dont Thierry Coquille a rappelé l'architecture, c'était de s'atteler aussi bien aux conditions d'exploitation qu'au financement et au développement d'avenir. Quel est ton sentiment sur ces points d'avancement et notamment sur les investissements nécessaires pour augmenter la part modale du fret ferroviaire? Je rappelle, x2 pour le fret en général sur 10 ans, x3 pour le combiné, ça ne peut pas se faire sans investissement d'avenir. Oui, alors l'objectif du x2, on le sait tous ici, c'est un objectif extrêmement ambitieux. Mais il a le mérite, même si c'est un horizon qui sans doute va se dérober et va glisser sur quelques années, de donner un point d'atterrissage et d'incarner un volontarisme politique. Il faut aussi préciser que, et c'est ce qu'on disait dans l'avis que le COI a rendu sur la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire, il faut aussi préciser qu'on a besoin d'objectifs différenciés selon les régions. Si vous partez d'une région comme les Hauts-de-France ou la région Grand Est, l'objectif pour la part modale du fret ferroviaire, c'est d'abord de ne pas baisser, puisqu'elle est très élevée en Grand Est, on est presque à l'objectif national, alors que dans d'autres régions, l'objectif, c'est quasiment de créer ou de développer, quand on part de très très loin, je pense à la Bretagne ou à l'Île-de-France par exemple. On a aujourd'hui, de la part de l'ensemble des acteurs de la logistique, un intérêt, et aussi du gestionnaire d'infrastructure, un intérêt frémissant. Ça, c'est une réalité. On l'a de nouveau constaté quand on a réalisé les auditions. J'avais souhaité angler sur le fret ferroviaire dans le rapport budgétaire sur le programme des transports terrestres et fluviaux, le programme 203 à l'Assemblée à la fin de l'année dernière. Il y a un intérêt, disons un questionnement, soit chez de grands logisticiens qui n'offraient pas forcément cette solution dans leur, à quelque étape que ce soit, à leurs clients pour transporter leurs marchandises, et parfois des entreprises elles-mêmes, parce que la responsabilité sociale des entreprises fait que ce questionnement est environnemental, ce questionnement est désormais présent. Alors, c'est d'abord, il faut se le dire, cette préoccupation des professionnels, plus que la stratégie nationale qui est probablement plus articulée et avec des montants plus précis, un pilotage plus réaliste que par le passé, mais c'est d'abord cette mobilisation, cette appétence des acteurs qui fait qu'on a observé un léger redressement ces dernières années avec le passage sur lequel il a été beaucoup glosé de 9 à 10, puis à 10,7 en 2021. La 2022, je ne crois pas qu'on ait encore les chiffres, mais visiblement, on est dans cette phase de redressement. Je crois que ce dont ont besoin aussi les acteurs du fret ferroviaire, on l'a bien entendu, c'est de visibilité sur la pérennité des accompagnements de l'État dans le cadre de la stratégie nationale qui sont imaginés. On sait que certains de ces engagements ne vont pas au-delà de 2024, donc on a besoin de renouveler, au-delà des expressions, d'une pérennisation pour donner de la visibilité. Besoin aussi, du point de vue du gestionnaire d'infrastructure, de continuer à donner des garanties sur l'intérêt que le fret représente pour lui, parce qu'on sait longtemps qu'au sein de SNCF Réseau, ça n'était pas la priorité pour des raisons de rémunération des sillons qu'on connaît tous ici. Et puis il y a aussi, et moi j'y suis très sensible, un coût d'entrée sur le fret ferroviaire dans les entreprises et chez les logisticiens, parce que faire du fret c'est toujours plus compliqué que faire du routier, toujours. Y compris quand on est dans du combiné, c'est toujours plus compliqué. Et donc des lieux comme celui où on est aujourd'hui,
c'est aussi des lieux d'acculturation et de sensibilisation pour des gens qui parfois ne s'étaient jamais posé la question d'utiliser le train, même au-delà de 400 km. Merci. Justement, ces acteurs, on va les écouter, hein. On a vu au cours du salon qu'il y avait une forte demande. Depuis mardi, les signes se multiplient d'un intérêt croissant des chargeurs pour le fret ferroviaire. Je voudrais demander à Denis Schumer, merci d'avoir remplacé au pied levé Jean-François Lagarde de Nestlé, qui est aussi vice-président de la UTF, de nous avoir rejoints. Quel est votre sentiment par rapport à cette... J'allais dire que l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire qu'on parle de croissance, etc. Et du coup, il y a une certaine impatience quand même pour que ça se concrétise. Oui, l'appétit vient en observant. Donc, nombre de nos chargeurs nous ont dit, ça a changé même au niveau de notre direction générale. On met en place des plans stratégiques et le directeur général nous dit, mais attendez, il manque quelque chose. Quelle est la croissance du parc ferroviaire, de la partie ferroviaire, de la part modale ferroviaire dans nos transports d'ici 5 ans, d'ici 3 ans? Et si on ne fait pas encore de ferroviaire, pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas encore? Et ça, c'est tout nouveau. Il suffit, en fait, ces directeurs généraux, ils voient très bien ce qui se passe. Il suffit d'aller aux conférences sur le camion à hydrogène, à pile à combustible à hydrogène, sur le camion électrique. Ils savent que la progressivité de la baisse des émissions de CO2 sur la route, que ce soit la baisse de l'énergie, sera très progressive, donc sera très lente, alors que le ferroviaire, il y a des fruits bas qui sont immédiatement disponibles si l'ensemble des leviers sont mis en place correctement dans le bon ordre. Alors, correctement dans le bon ordre et ensemble, puisque le ferroviaire, c'est quand même une chaîne à maillons, et à le moindre maillon faible, il mobilise toute la chaîne. On le voit actuellement avec les grèves, on le voit avec le prix de l'électricité qui apporte un risque d'arrêt sur cette tendance, voire d'inverse, de report modal inversé. Donc les directions générales sont dans l'engouement pour le ferroviaire, ça percole jusqu'aux logisticiens qui disent on va faire plus de ferroviaire. Maintenant, quelles sont les possibilités? Aujourd'hui, dans le transport combiné, elles sont réduites. Il y a un potentiel assez rapide à capter qui sont les ports, puisque les importateurs ou les exportateurs sont très demandeurs de ça. Donc l'effort principal doit être fait sur les ports en attendant davantage de chantiers combinés. Et le vrac conventionnel, ils nous disent, ben, le wagon isolé, c'est bien de nous aider. Maintenant, comment on peut faire pour massifier encore davantage, pour que les gares de triage travaillent mieux, pour qu'on ait plus de visibilité sur les temps d'arrivée, les fameuses ETA, etc. Et sur le conventionnel train-bloc, la robustesse des sillons par rapport aux plages travaux. Voilà un peu les fruits bas et les leviers à court terme qu'il faut actionner à toute vitesse pour qu'on prenne la pente. C'est vrai qu'elle ne nous amènera peut-être pas à x2 en 2030, mais qu'on prenne une pente encore plus grande que 1% par an. Merci, je donnerai la parole tout à l'heure à Réseau, mais on va continuer d'énumérer un peu les nécessités et les objectifs avec vous, Jean-Philippe Delmont, du groupe Cambronde désormais, et aussi, vous parlez au nom de TLF. Même question, quelles sont vos demandes pour accélérer, pour tenir les objectifs tels qu'ils ont été définis? Alors, bonjour à tous d'abord. Je tiens d'abord à dire qu'un an après les grandes annonces, ces grandes annonces, on sait que le chantier il est énorme, l'ambition elle est très forte, mais ces annonces elles ont été déterminantes, en tout cas pour relancer une dynamique autour du ferroviaire, du fret ferroviaire, qui en avait bien besoin parce que c'était un mode qui était mis de côté, oublié, et aujourd'hui, en tout cas, ces annonces-là, elles sont absolument essentielles. Et je pense que ce qui est très intéressant, c'est de voir que le ferroviaire aujourd'hui, bien entendu, les chargeurs, et ça c'est important, sont demandeurs. C'est très concret, on le voit tous, et y compris des chargeurs qui n'ont pas l'habitude de faire du ferroviaire et qu'il faut donc aussi accompagner. Mais c'est également je dirais une galaxie d'entreprises qui s'étend, en tout cas, autour du ferroviaire. Le ferroviaire, ce n'est pas seulement, et Dieu sait qu'elles sont très importantes, les entreprises ferroviaires, parce qu'on a absolument besoin d'elles. Le ferroviaire, ce n'est pas seulement SNCF Réseau, mais Dieu sait, on a aussi besoin de SNCF Réseau. Mais c'est aussi justement les logisticiens, les transporteurs. Et le groupe Cambronde que je représente aujourd'hui, mais au sein aussi de TLF, c'est bien de pouvoir
proposer à nos clients des solutions logistiques robustes qui intègrent le ferroviaire sans mettre à mal justement la fiabilité de la chaîne logistique et qui permet aussi de trouver de la compétitivité économique. Et donc, en tout cas, aujourd'hui, il y a un appétit du ferroviaire, une curiosité qui vient aussi de ce côté-là. Et il est très important de pouvoir accompagner ces acteurs. Je pense qu'après, en termes je le disais, de chantier, on a un travail énorme devant nous. On fait déjà ce travail, bien entendu, tous. Mais clairement, une des matrices, et la matrice du transport ferroviaire, c'est le réseau. Et là-dessus, on est totalement supporters de tous les investissements qui sont absolument nécessaires sur le réseau et le travail qui peut être fait au niveau de SNCF Réseau pour permettre encore de donner plus de fluidité au fret ferroviaire. On sait que là-dessus, notamment au niveau des sillons, au niveau de la gestion des travaux, il y a encore beaucoup de travail par rapport à ça. Également, comment automatiser encore plus les choses, parce qu'il faut que dans tout ça, on ait de l'économique. Et donc l'économique, c'est de pouvoir aussi produire en optimisant pour pouvoir faire plus. C'est pas faire autant avec moins, c'est faire plus avec autant. Ça, c'est très important. Et puis également, au niveau des emprises, des terminaux, en tout cas des plateformes logistiques ferroviaires, et même multimodales, trimodales avec le fluvial, avec la route. Il ne faut surtout pas opposer les modes. Mais en tout cas, là-dessus, il y a encore beaucoup de travail, d'investissement à mener. Et tous les acteurs, dont le groupe Combronde, mais aussi tous les acteurs présents ici, on est complètement investis dans cet objectif. Merci beaucoup. Je vais continuer ce tour avec Ivan Stempeliski, le président du GNTC. Il y a plusieurs choses, on le répète depuis tout à l'heure. Il y a la qualité de service au quotidien, mais il y a aussi les investissements, aussi bien sur le réseau que sur les terminaux. Un point d'évaluation de là où on en est et là où on devrait aller pour tenir, je rappelle, x3 sur le combiné. Tout à l'heure, il y a eu la présentation pour la première fois par Aurélien Barbet, le directeur général du GNTC, du premier observatoire du transport combiné. Les chiffres confirment qu'il y a une vraie croissance et une vraie demande de transport combiné. Oui, bonjour à tous. Dans le titre de cette conférence, c'est effectivement un an après, quel bilan peut-on tirer après les grandes annonces que nous avons vécues l'année dernière à la même époque? Alors, j'aurais tendance à dire que rien n'a changé. Rien n'a changé parce que nous sommes toujours dans les mêmes crises. Une crise énergétique, encore plus affirmée que celle que nous avions constatée l'année dernière. Nous sommes toujours dans une crise écologique. Dans les préoccupations des Français, dans les 3 premières préoccupations des Français aujourd'hui, il y a l'inactivité climatique qui revient. Donc nous sommes au cœur du sujet. Et puis nous avons une crise sociétale, une mutation dans les métiers et dans la capacité à pouvoir répondre certaines fois dans les secteurs d'activité aux besoins. Donc ça n'a pas changé. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est, et on le remercie au sein du GNTC, du Groupement national des transports combinés, c'est l'engagement des institutionnels. Les aides qui avaient été évoquées et qui avaient été mises en place ont été suivies des faits, ont été poursuivies, et c'est un signal fort à notre secteur d'activité. Ce qui n'a pas changé non plus, mais de manière plutôt favorable, c'est l'appétence, effectivement, c'était souligné, du tissu industriel français, des logisticiens, des industriels, mais aussi de la grande distribution, des destinataires. On l'entendait l'autre jour avec Denis Schumer sur la problématique que vivait la grande distribution dans ce moment d'impact social sur le ferroviaire, des stocks très courts, très bas, qui pouvaient impacter plus loin la consommation nationale. Donc ça n'a pas changé non plus. L'appétence est toujours plus grande et se traduit dans des chiffres qui ont été produits tout à l'heure. Nous sommes sur des progressions à 2 chiffres, plus de 10% en 2022 sur le transport combiné. C'est un élément important. Alors maintenant que l'on a dit ça, comment vivre les 2-3 années qui viennent? Comment tirer les enseignements? Comment se projeter? On a tout simplement besoin d'une stratégie. Alors la stratégie nationale de développement du fret, elle est là. Mais on a une stratégie à développer au quotidien, à transmettre en retour de confiance aux chargeurs, principalement sur la capacité. Comment va-t-on accompagner dans les 2-3 ans qui viennent la croissance en capacité qu'ils nous réclament?
nous souhaiterions pouvoir travailler de manière plus active avec les acteurs, entre autres réseaux, sur cette notion-là, de manière à pouvoir donner des réponses concrètes, des chiffres, accompagner les business plans des entreprises qui font aujourd'hui le succès du report modal, mais également les entreprises qui font le report modal, à savoir les entreprises ferroviaires qui ont suivi avec l'apport des institutionnels en termes de promesses financières le chemin en investissant dans des moyens, en investissant dans des ressources, en investissant dans de l'humain, dans de la formation. Aujourd'hui, nous sommes tous prêts par rapport à cela. Maintenant, il nous faut développer ça avec une stratégie de terrain, sur une capacité, sur un plan de transport dédié, sur une capacité de qualité, sur une capacité à répondre au marché au moment où, en plus, et je salue le rapport qui a été remis par David Valence et qui a permis de pouvoir orienter la régénération du réseau et sa réflexion avec des moyens attribués très significatifs, mais qui pourrait, demain, restreindre le corridor dans lequel, justement, les transports ferroviaires se font la nuit, si nous n'avons pas une stratégie claire de l'application de ces travaux. Si nous n'avons pas une stratégie claire de la part qui va être donnée au combiné, il y aura forcément un effet ciseau. Donc, maintenant que tout ça a été fait, mettons-nous autour de la table, travaillons ensemble. C'est ce qui manque, je pense, aujourd'hui, une communication claire avec une vision qui soit une vision d'entreprise. Nous ne sommes pas uniquement dans une vision administrative, une vision institutionnelle, nous sommes dans une vision d'entreprise. C'est le client qui a toujours raison, au final. Et le client, c'est notre tissu industriel. Donnons-lui la réponse, ensemble. Ce que vous appelez de vos voeux, c'est une relation modernisée entre le tissu industriel, les opérateurs et les gestionnaires d'infrastructure, c'est ça? Oui, tout à fait, avec une notion de stratégie court terme, prenant en compte les besoins des chargeurs, tant sur les sites où s'implantent les zones logistiques. On l'a dit tout à l'heure, il y a des zones qui sont plus fortes, qui seront toujours plus fortes, consommatrices, productrices. Il y a des zones où il faut être présent, il y a des zones où il faut accompagner donc nos clients, les clients du combiné, les clients du ferroviaire, le tissu industriel. Il faut accompagner aussi en cela les territoires. Dans ce développement, avec la mise en place des 15 terminaux que nous réclamons nous aujourd'hui dans le cadre de cette croissance, nous accompagnons les territoires. Tout ça, ça se bâtit, doit se bâtir en commun. On ne peut pas réfléchir en silo sur ce qui va être demain le quotidien du transport au sein du ferroviaire. Merci Yvan. Avant de donner la réponse logique, la parole logiquement à SNCF Réseau, peut-être un mot de commentaire, David et Thierry. David, sur ces éléments, croissance de la demande, disponibilité des opérateurs, demande d'investissement, là, 15 terminaux, est-ce que ça, c'est possible? Il y a une demande pressante d'accompagnement de cette croissance. Alors, dans le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures que vous avez cité, le dernier, en tout cas sur la programmation des investissements d'avenir à horizon de 20 ans, puisqu'on s'est affranchi notamment de l'horizon temporel qui nous était donné, qui était simplement de quinquennat. On insiste d'abord sur une des choses qui a été identifiée, c'est-à-dire le potentiel de décarbonation qui est lié à l'intermodalité avec les ports. Il est évident qu'en massification du fret ferroviaire, il y a là, pour Dunkerque, Le Havre et Marseille, il y a un potentiel, Anne-Marie Hydrac le répète sans cesse, qui est encore aujourd'hui en grande partie inexploité. L'investissement dans... Alors, je ne sais pas si le chiffre est exactement dans le rapport, celui que vous citez là, mais l'investissement dans des plateformes massifiées, pensées de façon complète dès le départ, c'est une nécessité aussi. On sait très bien que pour la région parisienne, on pourrait quasiment aux quatre angles de la région parisienne réfléchir à des choses différentes de ce qui se fait aujourd'hui, en particulier à l'ouest, où on a un vrai problème à l'arrivée du port du Havre, depuis le port du Havre sur Aropa, qui réclame depuis très longtemps la réalisation de ce type de plateforme. Et puis, en réaction aussi à ce qui a été dit, et j'étais très attentif et je ne peux qu'abonder dans ce sens-là, sur la progression des investissements sur le réseau. Bon, on connaît tous la réalité du réseau, soit du réseau partagé, soit du réseau capillaire fret en France. Et on a parfois interprété le fait que nous appelions dans le rapport à une progressivité des efforts jusqu'à la fin du quinquennat, puis ensuite à un effort durable qui soit
proportionnellement aux 2 tiers sur la régénération et 1 tiers sur la modernisation, puis ensuite qui s'inverse dans les 20 années qui suivront, on l'a parfois interprété comme une forme de quelque chose d'un peu timoré par rapport à des efforts qui pourraient être faits à 1 ou plus 2 ans. D'abord, le GI sait très bien qu'il n'est pas forcément, et ses sous-traitants non plus, en capacité de supporter une accélération pareille. Et puis, vous avez raison d'insister sur le fait que la multiplication des chantiers, et on le voit en Allemagne aujourd'hui sur le réseau voyageurs, mais pas que, la multiplication des chantiers, elle va devoir être gérée de façon très fine pour ne pas perturber, d'abord pour qu'il n'y ait pas une sorte d'arbitrage systématique en faveur du voyageur. Et moi, je voudrais ici souligner le fait que beaucoup de régions s'intéressent désormais au sujet du fret ferroviaire, même si ça reste très inégal. Et c'est une des conditions de réussite quand même, que dans l'écosystème, les collectivités régionales s'emparent aussi de ce sujet. Il y a des initiatives en Grand Est, il y en a eu autrefois en Centre-Val de Loire, et il y en a en Hauts-de-France. Mais il y a un vrai sujet de pilotage fin de ce calendrier des travaux pour ne pas casser, par un effet d'accélération de cette régénération, un essor qui est en train de se faire. Merci Thierry Coquille. Est-ce qu'on est en train de se projeter dans ce qu'un intervenant mardi appelait la culture de la croissance, après 25 ans de déclin, après quelques années de stagnation? Là, on part pour de la croissance. Est-ce que tout le monde est aligné? On rappelait effectivement que des nouveaux acteurs, comme les conseils régionaux, sont prêts à investir aux côtés de l'État. On a vu récemment la région Centre-Val de Loire, la région Normandie mettre de l'argent aux côtés de l'État et de SNCF Réseau pour une plateforme à Orléans. Et aussi en Grand Est, le local de l'étape est bien placé pour le savoir. Est-ce qu'on se projette dans une culture de la croissance ou est-ce qu'on est encore un peu en train de bricoler? Non, je crois que vu les sommes que j'ai annoncées tout à l'heure en investissement, on n'est pas dans le bricolage. Encore une fois, 1 milliard d'euros sur la période du CPER actuel, c'est quand même tout à fait important. Après, moi j'entends le message qui nous est adressé. Au fond, maintenant, au-delà de ce qu'on met en financement, en aide, tous les efforts qu'on fait, et j'insiste, ce qui s'est quand même passé depuis 1 an, c'est qu'on a fait, je crois, on a fait beaucoup de travail collectivement, et je le salue. J'encourage tous ceux qui ont contribué à ce travail. Enfin, les 73 mesures de la stratégie, c'est quand même beaucoup d'efforts collectifs, et j'insiste. Et donc, il faut qu'on continue. Après, ça ne répond pas effectivement à la question totalement de quelles sont les garanties qu'on peut donner aux acteurs qui eux-mêmes vont investir, et qu'est-ce qu'on peut leur promettre finalement comme capacité dans le futur. Et je crois que cette question est bonne. Après, ça repose une autre question qui est celle des données dont nous disposons, en fait. Et une des difficultés qu'on a dans le domaine des transports de marchandises, c'est qu'historiquement, ça se passe finalement en dehors de l'État. Enfin, en tout cas, ils ne sont pas des données publiques, et qu'on a évidemment, dès lors qu'on veut, nous, continuer à prévoir, réserver un certain nombre de capacités, on a besoin d'avoir des données. Et on a besoin donc de partager avec les professionnels tout un ensemble de données et d'engagements sur le long terme. Ça repose aussi la question de la planification des sillons, la planification horaire en fait des capacités. Et moi, je suis tout à fait convaincu que autant on passe énormément de temps collectivement quand on a un nouveau projet, à faire beaucoup d'études sur comment on justifie tel ou tel nouveau projet, autant on n'en passe quasiment pas sur l'allocation des capacités existantes. Et si on mettait la même énergie en socio-économie et en analyse financière sur comment on alloue nos capacités, qui sont bien plus importantes que tous les projets qu'on va créer dans les 10 ou 20, 30 prochaines années, on avancerait aussi. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je trouve qu'une des nouveautés qui me semble intéressante, c'est les plateformes infraservices, par exemple, qui ont été mises en place sur 8 plaques, je dirais, du réseau français. Ça me semble très porteur pour demain nous permettre peut-être de faire monter à un niveau plus politique. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai demandé à mes équipes, que ce travail qui aujourd'hui est assez technique, je dirais, entre les acteurs, parce qu'autour de ces plateformes, finalement, tous ceux qui ont besoin de capacités viennent les exprimer, et l'État, puisque effectivement il s'est mis en modérateur quelque part sur ces plateformes, recueille et essaye de faire en sorte que chacun soit servi.
Moi, ce que je souhaiterais, c'est que ça monte à un niveau politique et qu'on sache exprimer les choix qui sont faits là. Quand on dit qu'on va donner la capacité en contournement de l'Île-de-France plutôt à un RER ou un Transilien qu'à des trains de fret, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et donc ça, on a un travail de mise en politique de ce sujet. Merci beaucoup. On en arrive logiquement à SNCF Réseau. Alors là, vu la liste des sujets qu'on a abordés, on pourrait plier bagages et vous laisser pendant 2 heures parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais on va essayer de serrer les sujets. Bon, globalement, il y a quand même une impatience qui est exprimée. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce point d'étape de la stratégie qui a été exprimée il y a 1 an et demi? Où vous en êtes? Est-ce que vous pouvez accélérer? Voilà, toutes questions que vous avez entendues depuis une demi-heure. Alors bonjour à tous. Oui, il y a quand même beaucoup de choses. Alors je partage la plupart des choses qui ont été dites. Alors déjà sur les réalités, c'est vrai que le frémissement, on le sent. Vous l'avez dit, quand on rencontre sur ce genre de salon les chargeurs, on sent leur envie de ferroviaire. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont plein d'idées pour le développer. À charge pour nous d'être en capacité de les accompagner. Il y a un autre petit indicateur qu'on ne connaît pas, c'est qu'en fait, historiquement, ça faisait quand même quelques années que le nombre d'entreprises fret ferroviaire était stable. Et là, depuis 1 an, on a 3 nouvelles demandes pour faire du fret ferroviaire, donc des entreprises nouvelles qui se lancent. Je trouve que c'est un indicateur intéressant qui illustre bien cette envie de fret. Sur les investissements, effectivement, la collectivité publique, au sens l'État et les régions, nous accompagnent à la fois sur le réseau structurant, c'est ce que vous avez dit, mais également sur le capillaire, x3 ces dernières années, sur les voies de service dont on parle assez peu mais qui sont indispensables pour écouler le trafic, sur les chantiers combinés. Et puis de façon plus intéressante, un certain nombre d'études qui sont lancées. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un tout petit peu plus loin sur les études, notamment les études pour le mise en gabarit, donc élargir un certain nombre de tunnels pour faire passer des trains avec un gabarit plus important. Sur l'électricité, on parle beaucoup de l'électricité, mais on a aussi des projets d'études pour augmenter les capacités électriques, notamment entre Dijon et Ambérieu. C'est important de le savoir, parce qu'à un moment donné, si on augmente le trafic, il va falloir que les infrastructures électriques suivent. Le troisième volet, pour moi, c'est le volet au sens large qualité de service que vous avez cité. Sur la qualité de service, on peut penser à la ponctualité qui s'améliore sur un certain nombre de sites. On peut penser effectivement au nombre de sillons, et vous l'avez cité, sur comment sauver, entre guillemets, des sillons fret quand on fait des travaux. Et là, il y a un programme de sécurisation des sillons fret qui a été lancé par l'État il y a 2 ans et qui porte ses fruits. Hein. L'année dernière, 1900 sillons sauvés. Cette année, 2300, pardon, 1900 et 2600. C'est important. Ce qu'on ne voit pas non plus, un peu comme le nombre d'entreprises que j'ai citées, il y a un certain nombre d'interventions de l'État ou des régions qui permettent de sauver des petites situations. Mettons, sur un chantier de transport combiné, il manque 2-3 millions pour boucler le tour de table. Et bien souvent, vous ne le savez pas, mais c'est l'État ou la région qui viennent combler cet écart de tour de table. Et c'est ça qui permet de financer, de finaliser les travaux. Et ça, l'État et les régions interviennent sur plein de petits endroits à ce niveau-là. Sur les sillons, j'ai entendu la volonté d'avoir de la visibilité sur, mais ce serait quoi les sillons que vous pouvez nous garantir dans les prochains termes, dans les prochaines années. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'on travaille sur un horizon, enfin aujourd'hui, depuis 2020, même sur un horizon de 3 ans, ce qu'on appelle le préconstruit, un catalogue sillon. Il y a un catalogue sillon qui est disponible. Il est en augmentation, en gros, de 12% chaque année depuis 4 ans. C'est-à-dire qu'on fait plus 50% de sillons proposés à un catalogue. Et donc l'avantage de proposer ce genre de choses, c'est qu'en fait, une fois que les entreprises ferroviaires se positionnent sur ce catalogue, ben forcément c'est plus facile de l'obtenir. Et donc ça permet d'avoir de la visibilité. Là, on est sur 3 ans. Et ce qu'on travaille, notamment en lien avec les plateformes d'infrastructure et de services, c'est une vision à un peu plus long terme, 5-10 ans, ce qu'on appelle les plans d'exploitation. Et en fait, c'est quoi les plans d'exploitation? C'est en fonction des besoins stratégiques dont nous font part à la fois les entreprises ferroviaires, mais également les chargeurs, c'est d'organiser la répartition de la capacité pour, entre guillemets, garantir un certain nombre de capacités pour le fret. Et ça, c'est intéressant parce que ça va permettre aux chargeurs, aux entreprises ferroviaires, de se projeter à un horizon qui est un peu plus lointain que l'horizon court-termiste qui est quand je commande des sillons cette année pour l'année prochaine.
Et enfin, quand on regarde tout ça, on est quand même sur une dynamique positive, il faut le dire, en termes de cohérence, concordance de la réponse sillon qu'on peut faire à des demandes. Cette année, on était à 75% de sillons qui correspondaient exactement à la demande émise. Exactement, alors que l'année dernière, on était à 70%. Et je ne vous dis pas sur les années passées. Donc en fait, on travaille à améliorer la réponse exacte, c'est-à-dire qu'il puisse satisfaire exactement ce qu'a demandé le client. Et quand ça ne satisfait pas, il y a des échanges et on a formé toutes nos équipes des horaires, ceux qui tracent les sillons, à pouvoir téléphoner, échanger en direct avec les entreprises ferroviaires pour essayer de trouver une solution, c'est-à-dire la solution, est-ce que c'est de décaler d'une demi-heure, c'est-à-dire de retarder d'une demi-heure le train, ou c'est plutôt de l'avancer d'une demi-heure? Et là, il n'y a que les EF qui peuvent nous dire, en fonction de leur contrat, en fonction est-ce qu'ils doivent charger à un endroit ou décharger à un autre, où est la contrainte, et est-ce qu'ils préfèrent plutôt qu'on trouve une solution une demi-heure avant, ou plutôt une solution une demi-heure après. Merci. J'entends à la fois la politique des petits pas et puis qui ne sont pas forcément visibles, et puis une volonté de se projeter un peu à l'avenir. Ivan Sampienicki, vous êtes d'une certaine façon le représentant des opérateurs. Est-ce que ce dialogue sur les sillons, sur les irritants, est-ce qu'il vous semble correspondre à ce que vous vivez? Écoutez, je pense que SNCF Réseau a un énorme avantage, a une chance fantastique, c'est qu'elle porte en tant qu'entreprise, je parle en tant qu'entreprise, je ne parle pas en tant qu'administration, je parle en tant qu'entreprise, elle porte les enjeux qu'on évoquait tout à l'heure, les enjeux de décarbonation. Aujourd'hui, le fret, c'est 11% des gaz à effet de serre. Le transport combiné et le transport ferroviaire, c'est 80%, 80-90% de décarbonation. Rien qu'en faisant fonctionner un réseau correctement, dans le sens de croissance que nous avons tous à l'esprit, SNCF Réseau peut amener une réponse forte à la décarbonation au niveau du transport, au niveau national, à une notion de citoyen. Là, on parle au niveau des entreprises, bien évidemment, qui ont inclus la RSE dans leur réflexion, mais on parle aussi au niveau des citoyens. Encore une fois, le climat, ça n'est plus uniquement l'affaire des institutionnels ou des entreprises. Les citoyens réclament des réponses rapides. L'autre enjeu, c'est de pouvoir, encore une fois, et c'est la chance qu'a SNCF Réseau, c'est de pouvoir répondre directement aux besoins des territoires. Il y a des territoires aujourd'hui qui souhaitent effectivement avoir des capacités ferroviaires, des capacités pour leurs entreprises, des capacités pour l'emploi, des capacités pour le local. C'est fabuleux. Vous avez ces réponses-là à amener et vous êtes les seuls à pouvoir le faire en ce qui concerne l'implantation terminalistique. Mais vous avez la chance aussi de pouvoir, je pense à travers ces sujets, repartir d'une page blanche. Et en l'occurrence, sur la partie terminalistique, je pense qu'il faut revoir les financements. Aujourd'hui, il y a des privés qui peuvent vous aider, des groupes privés qui peuvent vous aider à créer les terminaux, qui peuvent aider à accélérer la mesure, aider à accélérer le développement. Et ça, il ne faut surtout pas s'en priver. C'est-à-dire que vous avez la chance d'avoir entre les mains d'énormes enjeux que seul vous pouvez amener à résolution, et vous avez la chance en même temps d'agréger tous les intérêts et les intérêts également qui vous aideront à pouvoir réaliser ces enjeux. Donc, je crois que vous êtes très certainement au cœur d'un énorme challenge, c'est certain. Je crois que vous en êtes également convaincu. Maintenant, encore une fois, visibilité. Nous avons besoin, entreprises ferroviaires, nous avons besoin pour nos chargeurs, nous avons besoin pour répondre aux investissements dont on nous a donné la chance de pouvoir faire, nous avons besoin de pouvoir travailler sur une stratégie. Une stratégie qui soit une stratégie d'entreprise, qui ne soit pas uniquement la stratégie qui a été développée au sens global du pays, au sens global qui est ministériel, institutionnel et différentes réflexions. Nous avons besoin d'éléments concrets sur lesquels je pense nous pouvons vous aider. Merci Thierry Coquille. Que pense l'État de cette disponibilité du marché à participer au financement de terminaux pour en accélérer la construction ? Est-ce que c'est une bonne idée ? C'est évidemment une très bonne idée parce que non seulement ça apporte des financements, mais en plus ça apporte un gage d'intérêt, d'usage. Voilà. Donc nous, on ne peut y voir qu'un intérêt. Ce que je souligne aussi au passage pour
indiquer qu'on est quand même dans une phase de ce point de vue-là qui est positive, c'est l'innovation autour du ferroviaire et notamment l'innovation autour des locomotives, parce qu'effectivement, on voit bien que certes le mode ferroviaire est déjà très efficace, mais il pourrait l'être encore plus si un certain nombre de locomotives étaient plus modernes. Et on voit bien là aussi des frémissements de développement, de propositions, etc. Et donc, ça complète, parce qu'il y a aussi des innovations qui nous permettront d'aller plus loin. Et sur les capacités, il y a un autre aspect qu'on n'a pas cité, c'est le fait de remettre en état l'ensemble du réseau. Enfin, vous l'avez un peu mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire que le vrai enjeu de nos 10-20 prochaines années sur le ferroviaire, c'est la régénération du réseau ferroviaire. Et ça donne de la capacité et sa modernisation, notamment la mise en place des systèmes de contrôle-commande ERTMS qui permettent aussi de donner de la capacité. Donc oui, certainement qu'il faut qu'on continue, et c'était tout le sens des travaux qu'a mené David Valence, de donner cette priorité à l'augmentation de la capacité du réseau existant et à sa fiabilité. Et effectivement, derrière, enfin, moi j'entends complètement la demande d'une meilleure visibilité de l'augmentation de ces capacités dans le temps pour les acteurs, pour qu'ils puissent eux-mêmes avoir leur stratégie effectivement industrielle. J'imagine que le discours de la Première ministre en faveur des transports du quotidien, contre les grands investissements qui sont parfois gourmands en capitaux, ça, c'est satisfaisant? Oui, alors, en fait, le message central de ce que le COI a expliqué dans le rapport, c'est d'abord effectivement ce que disait Thierry Coquille, c'est-à-dire la priorité à l'utilisation des infrastructures que nous avons. En France, on est dans une culture du nouveau projet qui fait que c'est toujours un meilleur gage de volontarisme politique que d'annoncer une nouvelle infrastructure ferroviaire, routière ou fluviale, plutôt que de faire fructifier, si on raisonnait en termes quasiment d'épargne, le patrimoine qu'on a et de le moderniser et de le développer. Je voudrais rebondir sur un point auquel j'ai insisté un peu, c'est la question de la territorialisation de cette mobilisation pour le fret ferroviaire. Et surtout ne pas s'imaginer que ce sont des sujets qui doivent continuer à se traiter dans un monde qui est un monde d'initiés. Je crois que dans la perspective des zones à faible émission, dans la perspective de toutes les difficultés qu'on va rencontrer en matière de petite logistique urbaine, on doit avoir un dialogue qui se fait aussi avec une mobilisation des métropoles, des intercommunalités et des régions autour de ce chantier, de cet enjeu de la décarbonation du transport de marchandises, pour lequel une des solutions est le fret ferroviaire. Et je le dis d'autant plus volontiers qu'on a des sujets d'acceptabilité parfois du transport de fret. On a des sujets de bruit notamment qui sont significatifs et qui expliquent une grande partie des controverses qu'on vit aujourd'hui sur le Lyon-Turin et de la préférence massive et parfois un peu irrationnelle des acteurs pour la création de voies nouvelles d'accès dans un calendrier qui ne pourra pas être le même que celui du tunnel de base, et tout le monde le sait à peu près pour ceux qui travaillent sur le sujet. Donc ce sujet de la mobilisation et de la nécessité aussi pour les chargeurs, pour les logisticiens, d'aller voir systématiquement le territoire au sens large, les régions, les métropoles, pour leur dire on est en train d'imaginer quelque chose en matière de décarbonation des marchandises qui peut vous intéresser, qui doit vous intéresser. Et comment vous pouvez y participer dans vos documents d'urbanisme, dans vos schémas généraux, dans les SRADET, comment vous pouvez, parfois en financement, le faire, parce qu'il y a parfois des métropoles ou des agglomérations qui financent de la régénération de capillaires et plus. Je pense que c'est aussi une des conditions de la réussite. Il faut ouvrir grand les portes et les fenêtres sur les territoires. Jean-Philippe Delmont. Juste par rapport à ça, ajouter que je pense qu'aujourd'hui, on sait que un des grands sujets pour avoir des terminaux, c'est aussi le foncier. Et que la question, on sait que malgré tout, on ne pourra pas tout faire et construire partout. Et en plus, on sait que se connecter au réseau,
c'est quand même très compliqué. Ce sont des investissements extrêmement lourds et qui prennent du temps. Donc vraiment là-dessus, je pense que dans cette logique, c'est très important de sanctuariser les emprises ferroviaires qui aujourd'hui font du fret ou qui n'en font plus. En tout cas, mais avant que des décisions parfois... Alors je peux comprendre parce qu'il y a des emprises et ça peut être extrêmement intéressant aussi d'un point de vue construction, immobilier, etc. Mais on sait aussi que le développement du fret ferroviaire ne va pas se faire en une soirée. Qu'il faut du temps aussi pour des investissements, que les acteurs que l'on est, on ne peut pas investir partout. Donc simplement, parfois, il peut se passer aussi qu'à cause de ce temps, il y ait des emprises qui disparaissent, en tout cas, ou qui ne soient pas suffisamment protégées ou sanctuarisées. Et ça, là-dessus, je pense que c'est quelque chose à avoir en tête pour que, en tout cas, sur des sites importants, à des carrefours ferroviaires importants, il y a des triages aussi aujourd'hui qui sont plus utilisés, en tout cas, et qui peuvent être utilisés ou vus comme des reconversions aussi pour des plateformes multimodales, mais qu'en tout cas, on sanctuarise bien ces sites, parce que derrière, embrancher une nouvelle plateforme, créer une nouvelle plateforme, vu les investissements que ça pose, c'est quand même long. Je ne dis pas que c'est infaisable et qu'il ne faut pas le penser, mais il faut aussi qu'on regarde bien ce que l'on a aujourd'hui. Voilà. Donc, investissement et temps administratif, d'autorisation, oui, et puis avec d'homologation, etc. C'est souvent très long. Et puis par rapport aussi aux législations qui existent, par rapport à l'environnement, la loi sur l'eau, etc. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Et on sait que ces points-là, on ne peut pas non plus faire comme si ça n'existe pas. C'est une réalité, il faut faire avec. Donc ne pas hypothéquer l'avenir. Oui. Et parfois, ça suppose, comme réseau, et là, je suis obligé d'être un peu taquin, qu'il y ait une meilleure connaissance du patrimoine. Parce que moi, j'ai eu l'expérience, j'ai été vice-président de région pendant quelques années, et j'ai eu l'expérience de discuter avec Réseau de lancement, de financement, de travaux de régénération d'infrastructures, et pas seulement sur des lignes 7 à 9, et de poser la question de façon systématique s'il y avait eu des ITE sur cette ligne, si elles existaient encore. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des réponses négatives sur l'existence de ces ITE actuelles ou même passées. Et après, de me rendre dans des entreprises où on voyait très bien que l'installation terminale embranchée, elle était là, et elle était certes très dégradée, mais elle avait existé, et qu'il n'y avait pas eu forcément de la part du GI ce travail d'interrogation pour aller revoir l'entreprise et lui dire, parfois plusieurs décennies après, des entreprises qui ont changé, est-ce que ça pourrait vous intéresser de faire du fret? Et là, il y a, en matière de connaissance du patrimoine, un gros travail de rattrapage à faire du côté du GI. D'une certaine façon, il y a une sorte de paradoxe. Quand le fret ferroviaire était en déclin, on parlait toujours de saturation d'infrastructures qui expliquait ce déclin. Et puis là, tout d'un coup, on s'aperçoit que, ah bah tiens, il y a de la place sur l'infrastructure. C'est un peu une révolution aussi de se dire, bah, il faut exploiter l'infrastructure telle qu'elle est, à fond, y compris en la rénovant. Alors, c'est intéressant parce que là, il y a deux exemples qui viennent d'être pris sur le foncier réseau et sur ce que fait réseau. À l'instant, enfin ce matin, là, il y a 1 heure, je discutais avec une entreprise fret qui me disait « C'est dommage, on a une super entreprise à tel endroit, je vais volontairement pas la citer, mais c'est une grosse entreprise internationale hein, qui n'a pas eu la meilleure idée de faire un parking sur son embranchement privé et qui maintenant demande à ce qu'on utilise éventuellement des voies qui sont un peu plus loin pour essayer de faire quelque chose, évidemment qui nous demande de financer ça. Et donc on se dit, si nous, effectivement, on a peut-être manqué de clairvoyance dans les années passées, mais je rappelle que les années passées, on était sur du déclin. Donc on est quand même une entreprise, il n'y a aucune entreprise, et vous êtes bien placés, messieurs, pour aller dans mon sens, qui investit sur une activité en déclin. Donc il faut quand même avoir ça en tête. Donc même des grosses entreprises qui n'étaient pas en déclin ont volontairement sacrifié un embranchement ferroviaire parce que ce n'était pas, on va dire, la mode, on va dire ça comme ça. Sur les embranchements, les ITE, c'est pareil. Effectivement, on devrait, en théorie, connaître exactement tout notre patrimoine. Notre patrimoine est vaste, et encore une fois, quand il n'est pas utilisé, et en fait, historiquement, on avait assez peu le contact avec les chargeurs, avec les industriels. Historiquement, on avait plutôt les contacts avec les entreprises ferroviaires. Ce qu'on essaye de faire depuis 2 ans, 2-3 ans, c'est effectivement d'aller rencontrer, et là le SITL pour le coup est une superbe place de marché, d'aller rencontrer les chargeurs pour essayer de voir ce qu'ils ont en tête, ce qu'ils ont comme idée. Et là, ça nous aidera ensuite à aller voir concrètement certaines ex-embranchements
voir l'entreprise d'à côté qui, elle, a gardé son embranchement, voir dans quelle mesure on ne pourrait pas mutualiser. Mais ce n'est pas non plus un réseau d'aller voir systématiquement des entreprises privées et de porter le projet. C'est-à-dire, vous l'avez cité, on a des chantiers déjà monstrueux à faire sur la rénovation de notre chantier. C'est évidemment passionnant d'aller chercher des futurs trafics. C'est un peu compliqué aussi, on n'a pas forcément les entrées. Alors ça se fait en coopération avec les chambres de commerce, avec les entreprises locales, avec les chargeurs, avec les connaissances. C'est un travail que mènent notamment nos directions territoriales dans chaque région, qui va porter ses fruits, qui porte parfois ses fruits, et qui va continuer à porter ses fruits. Pour détourner un célèbre slogan, vous n'avez pas assez d'argent, mais vous avez des idées et des intentions, c'est ça? Alors, on a quand même, grâce à l'État, on a quand même beaucoup d'argent. C'est juste qu'il en faut encore plus par rapport à tout ce qu'on veut faire. Mais on a déjà, j'entends un peu trop souvent, on n'a pas d'argent, non, on a beaucoup. C'est juste que la charge de travail est immense et que si on en avait encore plus, on pourrait en faire encore plus, sous réserve que les entreprises de travaux suivent et sous réserve, parce qu'on l'a à peine esquissé, à un moment donné, quand on fait des travaux, on interrompt les circulations. Hein. Et la difficulté, vraiment, je pense que le challenge, au-delà de ce qu'on vient de dire, et d'ailleurs ça se reflète un peu dans la question de visibilité des sillons à court et moyen terme, c'est dans la mesure où on va faire beaucoup de travaux, comment on est capable de garantir ou d'impacter au minimum nos clients dans la circulation au quotidien ou à la semaine de leur train de fret. Ça, c'est l'éternelle contradiction et qui n'est pas facile à résoudre. Il nous reste peut-être 1 ou 2 minutes pour prendre 1 ou 2 questions. Est-ce que vous avez des interventions, des questions? Monsieur, si un micro peut arriver, madame, juste à votre droite, devant. Question courte, s'il vous plaît. Oui, non, simplement, ça va être très court. Philippe François d'Objectif OFP. Des grandes plateformes logistiques se créent partout en France et il n'y a aucune obligation de les raccorder au ferroviaire et même si on ne faisait pas cette obligation, au moins d'étudier un raccordement ferroviaire. Alors j'aimerais savoir s'il y a quelque chose à faire pour arriver à embrancher toute cette plateforme logistique. Merci. Ou au moins les étudier. Thierry Coquille, je crois que c'est une question pour vous. Alors, je peux tenter, mais je pense que mon voisin, c'est lui qui fait la loi, hein, c'est pas moi. Mais simplement, peut-être dire que obligé, c'est vrai qu'on n'en est pas là, ce serait sans doute compliqué. Par contre, je pense l'étape qu'on est en train d'essayer de franchir, c'est alors même qu'on voudrait se réindustrialiser, alors même qu'on voudrait décarboner notre économie, on est en train d'essayer, au moins au niveau de l'État, d'avoir une meilleure animation du lien entre foncier, donc logistique et industriel, et les réseaux. Et il me semble que c'est la bonne méthode. Si, pour le moins, effectivement, on était capable d'avoir sur chacun des territoires une forme de catalogue foncier des bons endroits pour aller faire en sorte que les gens s'installent et que, notamment ceux qui sont le plus générateurs de flux, ce serait une bonne chose. Très honnêtement, on n'y est pas, parce qu'il n'y a pas non plus que la question foncière, la question des transports, il y a la question écologique, il y a la question de l'eau, quelquefois dont ils ont besoin, il y a la question des réseaux électriques, il y a quand même beaucoup de dimensions quand on parle de foncier logistique et industriel, et autour de ce sujet, ça progresse, et même, à mon sens, pas encore assez vite, mais c'est plutôt dans l'action, je pense, du travail collectif qu'il faut que tout le monde mène pour produire du foncier, libérer, offrir du foncier qui soit exploitable et bien placé. Un mot du législateur ou pas sur cette question? Est-ce qu'il faut obliger à avoir au moins des études? En tout cas, ça fait écho à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la nécessité d'une implication des politiques à l'échelle territoriale dans ces sujets. Parce que la préservation du foncier ou l'orientation d'un foncier à proximité d'une voie ferrée ou d'une voie d'eau d'ailleurs vers une plateforme logistique, c'est des décisions qui se prennent aussi à l'échelle locale avec dans les documents d'urbanisme ce type d'identification. En Allemagne, on sait que pour la réalisation de plateformes logistiques, on a un niveau de contrainte, notamment sur la connectivité à des infrastructures qui permettent un transport moins carboné que la route, qui est plus élevé qu'en France. Ça reste une question qui est posée. C'est vrai qu'aujourd'hui, où parfois on a le sentiment que dans des lois récentes, on a déjà mis un certain nombre de contraintes fortes, notamment sur le zéro artificialisation nette,
aux collectivités dans l'établissement de leur façon de voir le foncier, c'est peut-être difficile, mais à titre personnel, je pense qu'on finira par y arriver, et peut-être un peu plus tôt qu'on ne le pense, à effectivement imposer que ces plateformes soient réalisées avec un accès nécessaire à un moyen de transport moins carboné que la route. Franck Laferté, un mot? Oui, moi je ne suis pas sûr qu'il faille demander à l'État de légiférer là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui on est sur un point de bascule de prise de conscience de l'impact environnemental de chacun de ces actes. Et je serais surpris que dans 1 an ou 2, on ait encore des foncières de logistique qui s'installent délibérément en dehors et très loin des voies ferrées de connexion. Je discutais ce matin avec quelqu'un dans ce domaine-là qui me disait qu'il avait à développer quelque chose à un endroit où, a priori, pas tellement favorable au transport logistique, et que son seul atout, c'était de choisir quelque chose qui était proche des voies ferrées, parce qu'il allait reprendre un atout concurrentiel et environnemental par rapport à d'autres concurrents, d'autres plateformes logistiques qui ne sont pas connectées. Donc moi, je crois beaucoup plus à ce marché, au fait que les entreprises vont vouloir se décarboner massivement et rapidement, et vont vouloir décarboner leur chaîne logistique. Et à un moment donné, pour décarboner la chaîne logistique, eh ben, le faire, c'est une des solutions majeures pour y arriver. Merci beaucoup. On va finir sur cette dynamique vertueuse. Thierry, oui? Non, je voulais juste dire qu'au-delà de la décarbonation, il y a un enjeu qui, moi, me semble monter beaucoup, qui est celui de l'économie. Et j'insiste là-dessus parce que l'économie d'énergie, parce qu'il me semble qu'on vit, enfin, la période que nous vivons nous montre à quel point on est dépendant de l'extérieur en termes d'énergie. Et de toute façon, quand on va électrifier notre économie, on sait aussi, on l'a tous compris, que dans les 2 prochaines décennies, on va être sous tension en matière d'électricité. Et donc, je pense que l'enjeu d'avoir effectivement des moyens de transport qui soient robustes et peu coûteux en énergie, ça va devenir, je dirais, presque aussi important que la question en tant que telle de la décarbonation. Merci beaucoup. Je voulais vous proposer une dernière pour la route, sans mauvais jeu de mots, mais je m'aperçois qu'on a un peu dépassé l'horaire. Donc il va falloir stopper ici. Je suis désolé, je vois Florence Rodet et d'autres qui lèvent la main. Ce sera pour l'année prochaine, si tout va bien. Je crois qu'on peut remercier les 6 intervenants de leur clarté. C'est un débat qu'on n'aurait pas pu forcément avoir il y a quelques années. On aurait été très, très négatif. En tout cas, merci à vous et bonne suite de salon à tous.